Bonjour à tous, on se retrouve un nouveau week-end, un nouveau sixième CQFR de la semaine, un nouveau CQFR du samedi. Shai et Théo à mes côtés, Shai qui a pour nous trié les questions et on va y répondre tous les trois comme d'hab. Vous connaissez, vous avez l'habitude maintenant, j'imagine, sauf si vous êtes nouveau sur la chaîne et dans ce cas-là, pensez à vous abonner et à mettre un like. Bien joué. C'est-à-dire, vous avez vu comment je l'ai casé celui-là, vous ne l'aviez pas vu venir. Magnifique. Et à acheter tel et tel. Non, c'est bon. On fait pas de la promo. Ok, allez, on commence les gars avec une question de Massil. Quand on voit à quel point le tanking est rarement récompensé par le pick numéro 1, certaines équipes n'auraient-elles pas intérêt à proposer de gros packages pour trade-up cette année? Je m'explique. Une équipe comme Brooklyn, par exemple, qui a une tonne de picks, pourrait aisément en proposer plusieurs à San Antonio pour récupérer Dylan Harper. On parle d'un joueur qui nous est vendu comme un numéro 1 dans bon nombre de classes de draft. Donc si on part du principe qu'il va s'agir d'un potentiel multiple All-Star, All-NBA, est-ce que ce n'est pas un risque à prendre pour démarrer sa reconstruction? Ma question peut avoir une portée plus générale, bien qu'il existe une grande part d'inconnus. Est-ce que certains prospects ne peuvent pas justifier des packages de superstars? Alors moi, je peux répondre tout de suite. Le problème, c'est que si effectivement Dylan Harper est ce joueur, les Spurs n'en auront rien à faire d'avoir 3 picks pour en fait, c'est pas un hasard si on n'a pas souvent des trades où on mixe par exemple le 6e, le 13e et le 24e choix pour récupérer le 2 ou le 3e. C'est parce que par définition, il y a un gap entre les prospects draftés dans le top 3 et ceux draftés par la suite. Dylan Harper, si on en croit les spécialistes, il est même dans un tiers à part entière, c'est-à-dire qu'il y a Cooper Flag en tiers de potentiels superstars, et il y a Dylan Harper qui serait le seul. Par exemple, je reprends le modèle de The Athletic, c'est eux qui ont notamment ce modèle-là, mais The Ringer partage la même opinion et ESPN aussi, c'est que Dylan Harper, il est le seul dans le tiers, a priori c'est un All-Star. Les Spurs, ils vont pas prendre 3 picks avec une valeur purement hypothétique, même si c'est 3 contre un gars comme Dylan Harper. Et maintenant, pour prendre le contre-pied, je suis pas certain que Dylan Harper, ça soit non plus le mec autour duquel tu vas bâtir tout ton avenir. Et du coup, si j'étais Brooklyn, je serais pas enclin à tout lâcher pour Dylan Harper. Je l'aurais fait pour Cooper Flag, mais les Mavs sont pas fous. Donc, si je suis Brooklyn, je prends ma défaite sur cette loterie et je me dis, il y a encore la prochaine, en fait. Je crois qu'ils ont récupéré quasiment tous leurs pics. Je ne sais plus exactement le décompte, mais si jamais ils ont leur pic l'an prochain, c'est plus intéressant de retenter sa chance. Pardon, j'ai fait un poil long. Le tanking, ça paye peut-être pas des masses, mais en fait, le jour où ça, tu vois, ça a marché pour les Spurs, pour Wembanyama, pour Duncan, il y a des exemples d'équipes pour qui ça a marché en fait. Il y a bien une équipe qui va récupérer le gros lot. Et il y a quand même plus de chances que cette équipe en question soit une équipe qui était nulle. Et donc, du coup, aussi longtemps que ça sera comme ça, il y aura toujours des équipes qui préféreront faire le choix de tanker. Ouais, d'autant qu'il y a, c'est toujours la question de la valeur sûre, quoi. Est-ce que c'est Dylan Harper a l'air d'être très fort, mais est-ce que c'est une valeur sûre? Des valeurs sûres, il n'y en a pas dans chaque draft, en fait. Donc, c'est un petit peu aussi pour ça que parfois, mieux vaut quand même avoir plusieurs choix de draft moins haut qu'un choix de draft très haut où tu te plantes, en fait. C'est ça la grande difficulté. Et quelque part, je me dis que si les Nets réussissent bien leur draft, si ils arrivent à choper des mecs qui peuvent montrer qu'ils seront des joueurs au moins de rotation, en tout cas des joueurs NBA, leur pick n'aura pas perdu de valeur en fait. Ils pourront toujours essayer de le mettre dans un autre deal plus tard pour essayer de faire venir un gros joueur s'ils en viennent là. Ouais, et puis il y a des exemples d'équipes qui ont tanké et qui ont eu des joueurs. Je pensais à OKC et à Chet Holmgren par exemple. C'est pas le joueur phare du projet, mais tu peux presque finaliser ta reconstruction avec aussi en tankant. Donc pour moi, il y a très peu de joueurs pour lesquels c'est là l'affirmation, elle vaudrait. Dylan Harper, je sais pas non plus s'il est dans cette catégorie-là. Pour l'instant, j'en ai pas encore une opinion ultra élevée. Vous savez à quel point je milite pour un joueur qui est derrière, mais c'est vrai qu'on voit pas souvent finalement des moves de cet ordre-là parce que s'il est suffisamment fort, comme tu disais Antoine, il reste dans l'équipe où il est, ou alors s'il est fort mais l'équipe qui va le posséder et pas sur la même timeline veut tout de suite être performante. Ça c'est envisageable, mais ça arrive pas assez souvent, quoi. On passe à la question suivante, question de Romain. En cette période de finale NBA, quelles sont les 3 finales NBA qui vous ont le moins marqué depuis les années 2000, voire depuis les 90s pour Théo? Je tiens à dire que j'ai vu des finales des 90s aussi quand même. 95, j'ai commencé. La Spurs Cavaliers de 2007. Pas ouf. C'est parce que t'aimes pas Tony Parker, ça. En fait, c'est ça, en fait, pardon. C'est moins marqué ou c'est le.
Dans quel sens? Parce que c'est Ça, vrai que ça peut être comme tu veux, moins marqué, soit celles dont tu as le moins de souvenirs, soit celles qui t'ont le moins plu et soit pour lesquelles tu n'as pas un souvenir impérissable. la Warriors Cavaliers de 2018, à part le game 1 extraordinaire de LeBron James et la foirade de J.R. Smith, j'ai l'impression que on savait déjà qu'ils seraient champions avant même qu'ils aient disputé la moindre minute, quoi. Je sais pas, donc ces deux-là, après en l'an 2000, quelle autre finale? Je peux vous sortir toutes les finales des 2000, hein, si vous voulez. Hein, mais... J'en ai plein en tête. La Ouais. 2009 aussi, moi je suis désolé, pardon. Allez, je termine, Ouais. désolé Théo. Mais là, j'en oublie peut-être, mais la 2009, désolé Shai, la 2009 Lakers Magic, c'est pas celle qui m'a le plus Oui. emballé non plus. Allez, vas-y Théo. Non, moi, j'avais semi-boycotté, là, ça va sonner comme un sacrilège, mais la Lakers Indiana d'il y a pile 25 ans, parce que moi, je voulais New York-Portland en finale, absolument, Ah et oui. j'étais ultra dégoûté que ça soit cette finale-là, donc je m'étais pas passionné pour cette finale-là. Honnêtement, la finale, c'est quoi? C'est celle qui suit? Celle qui suit, Ah oui, avec oh là là, Nets j'ai oublié qui les chantent. Nets, les finales avec Ouais, les Nets. là, Mais c'est d'abord, le c'était 2001, c'est 2002. Sixers Lakers, ouais. Et Nets Lakers, pardon. Vas-y, Théo. Ouais, Sixers-Lakers, ça, j'avais tout suivi, j'étais à fond pour les Sixers. Ouais, la finale Spurs-Nets, elle est vraiment chiante. Pourtant, elle va loin, elle va en 7 matchs, hein, je pense. Je pense qu'elle va en 7, si je me trompe. Ça, laquelle? t'as- Laquelle? c'est 2003? Non, C'est elle va pas en en 6. 7-6. En En 6, ouais. 6. En En 6. 6, pardon, Les en Spurs 6. gagnent en Spurs, 6. 4-2, ouais. ouais, Spurs-Nets, hein, c'est ça, je me trompe? Ouais. Non, non. Ouais, Si, c'est ça, c'est c'est ça, ça, pardon, c'est ça. je 2003 mélange. Sport Nets. Oui, c'est ça. Ça a été bien, bien relou, ça jouait à 2 à l'heure. Je pense que c'est la dernière finale chiante des Spurs. Ou la plus chiante, enfin, où c'était vraiment, il n'y avait pas de rythme. C'était Speedy Claxton qui terminait les matchs parce que Tony Parker était encore trop vert, trop vert pour tenir son poste. Je pense que celles-ci, elles sont dans l'eau après, je sais pas, toi. Shai, t'en as en tête peut-être? Ouais, alors parce qu'il y a une courte période où je me suis un tout petit peu détaché de la NBA, en tout cas sur la saison régulière, une période où j'étais plus à fond dans le foot, donc c'est plus dans l'intérêt que je portais au match et à la saison, mais la saison 2004, en fait, celle où les Pistons battent les Lakers en finale, j'étais moins dedans, donc j'en ai pas des souvenirs. J'avais regardé les matchs, mais j'étais pas à fond. Et après, toutes celles que vous avez citées, moi, il y avait soit mon joueur préféré dedans, c'est-à-dire Jason Kidd avec New Jersey, soit mon équipe préférée avec Orlando. Donc celle-là, j'ai des souvenirs vraiment de celle-là. Et je suis assez d'accord avec Antoine pour les finales où on connaissait un peu le résultat à l'avance avec les Warriors de KD, Curry KD. Je m'en souviens très très bien, mais j'ai pas un souvenir impérissable parce qu'il n'y a pas la composante suspense. J'ai l'impression que c'était plié d'avance. Après, il y a des gens qui pensaient que les finales actuelles étaient pliées d'avance aussi, hein, mais on a un match 7 à jouer. Donc je dirais celle-là. Et peut-être une dernière, je réfléchis. Parmi les anciennes, ouais, parmi les plus anciennes, celle des Spurs Cavs aussi, le 4-0, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Ouais, quand je repense à ce parcours des Cavs, moi je repense à la série contre les Pistons en fait, le Cavs Pistons avec le match Ouais. incroyable de LeBron, c'est plus ça qui me revient en tête. Effectivement, la finale était un petit peu anecdotique, à part le fait que Tony Parker était MVP de la finale, mais ça c'est vraiment franco-français, je pense. Ouais. Question de Maxime. Le trade de Desmond Bain vers Orlando a été annoncé en plein milieu des finales NBA alors que les deux équipes sont encore en train de jouer pour le titre. On sait que la NBA interdit le tampering avec les joueurs officiels de la free agency pour que tout le monde ait d'égalité. Pourquoi ce principe ne s'applique-t-il pas aussi entre les équipes elles-mêmes pendant les playoffs? Est-ce que ce n'est pas un vrai problème d'équité que des franchises éliminées puissent déjà reconstruire, faire des trades, occuper l'espace médiatique, pendant que les finalistes, eux, sont bloqués et ne peuvent rien faire? Ce genre d'annonce en pleine série pour le titre ne décrédibilise-t-il pas un peu l'événement sportif majeur de la saison? Et surtout avec les critiques autour des audiences. Est-ce que la NBA ne devrait pas interdire toute officialisation de trade pendant l'intégralité des playoffs, pas seulement les finales, quitte à avoir des officialisations le lendemain à minuit 1? C'est vrai que quand on y réfléchit, j'ai jamais pensé au fait que. Mais j'imagine que si tu es éliminé, ta saison est officiellement terminée, du coup ton intersaison a officiellement commencé. J'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne.
Je pense que c'est Bah, ça le je pense que deal. c'est la logique, ouais. Moi non plus, je m'étais jamais posé la question pour la NBA, mais c'est vrai que c'est une question qui marque souvent pour les championnats européens. Je voyais récemment Evan Fournier qui parlait de ça, qui disait qu'il comprenait pas pourquoi en Euroleague, par exemple, on pouvait annoncer des signatures de joueurs qui étaient encore en compétition avec leurs propres joueurs, comme TJ Shorts, là, qui est déjà annoncé autre part qu'à Paris la saison prochaine, alors qu'il est en train de jouer ses finales. C'est vrai que c'est hyper étonnant. Après, pour ce qui est des... si on considère que les équipes qui sont en train de jouer les finales NBA ont un avantage sur les autres, bon, bah, elles sont en finale en NBA. Hein. Moi, ça m'embête pas trop que les autres puissent faire un move d'avance. D'autant que j'ai pas souvenir. C'est quand même très rare, là, le trade de Desmond Bane. Tu vois, j'ai pas beaucoup de souvenirs de trade de joueurs importants comme ça qui se passent pendant les finales NBA ou pendant les playoffs. J'ai l'impression que globalement, quand même, ça se fait souvent, la plupart du temps, une fois que la saison est terminée pour tout le monde. Mais, mais Indiana a fait un trade pendant les finales aussi. Ouais, Oui. Avec avec des pics. le trade avec des pics et puis les droits sur Moïse King. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils auraient pu. Non, ils auraient pas pu trader un joueur de leur effectif, c'est pas possible. Non, mais de toute Enfin, je façon, pense la pas. Desmond Bane, imaginons le trade. Enfin, de toute façon, je pense que la règle, je connais pas la règle. Je pense que la règle, c'est effectivement que c'est une fois que ta saison est terminée que ton intersaison commence. Mais là, Desmond Bane, par exemple, en fait, si Indiana a fait un trade impliquant un joueur, le joueur, il peut pas jouer de toute façon, il n'est pas enregistré sur la liste Tu sais, t'envoies une liste des playoffs, c'est comme en Ligue des Champions où t'envoies une liste de joueurs. Oui, je En peux pas fait, jouer. Donc, t'envoies une liste des playoffs, il y a même des fois des équipes qui ne mettaient pas tous leurs joueurs dessus. Donc, en fait, de toute ouais. façon, en vrai, ils pourraient faire un trade peut-être. Si la Oui, règle n'est pas le côté tant que ta saison n'est pas ça, qui terminée. entrerait en vigueur seulement après les finales, évidemment. Après, pareil, j'imagine que si les Pacers, ils avaient voulu se positionner sur Bane et que les Grizzlies, ils préféraient l'offre des Pacers, bah, ils auraient juste choisi l'offre des Pacers, par exemple, tu vois, et le trade n'aurait pas été annoncé, il aurait été annoncé plus tard. J'imagine que c'est pas parce que tu es encore en train de jouer, tu n'es pas au courant de ce qui se trame ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que J'imagine. pendant ta finale, tu peux pas dire, bon, bah, on trade, je sais pas moi, Aaron Mais Nesmith et TJ McConnell contre Desmond Bane et puis ils se potent au match 4. Ça, effectivement, c'est pas possible. c'est que Yannis Antetokounmpo qui trouve un moyen d'aller chercher sa bague. Allez, hop, hop, hop. Sinon, il faudrait que ce soit le truc dont on avait parlé entre nous, Antoine, là, que chaque équipe qui bat un adversaire de T'es playoff ait le limite, droit de choisir un joueur dans l'adversaire, dans le roster qui a été. Et là, d'un coup, tu as envie d'être à l'ouest aussi, quand même. Parce que tu te dis, c'est dur, mais si on s'en sort, on peut prendre des stars avec nous sur le chemin. Tu vois. T'imagines, il y aurait Jokic du côté avec le Thunder à la place d'Hartenstein. Pas mal. Là, tu peux commencer double big et tu peux finir double big, y a pas de souci. Question de Julien de Berlin. Alors qu'on sent bien que les Pacers ne sont pas si loin de gagner un titre d'une part et que les rumeurs de départ de Giannis sont toujours d'actualité, que pensez-vous de la probabilité d'un trade de Giannis vers les Pacers et du fit de Giannis dans cette équipe, sachant que les Pacers ont l'avantage d'être à l'Est et qu'ils auraient beaucoup de monnaie d'échange à proposer en raccourcissant un peu leur banc. Je propose de conserver Haliburton, Siakam, Nembhard et McConnell et je mets tout le reste sur la table. Qu'en pensez-vous et quelle offre proposeriez-vous de votre côté pour compenser la valeur de Giannis ? C'est marrant parce que quand on parlait du fait qu'il veuille bouger et qu'on s'était dit bah il aurait tout intérêt à rester à l'Est, bah, en fait la destination qui aurait le plus de sens, mais depuis le début des playoffs, hein, depuis que les Bucks sont sortis, ça serait Indiana, sauf que pour le coup, je sais pas s'il a le tempérament à la Kevin Durant de rejoindre l'équipe qu'il a sortie 2 ans de suite, après s'être à moitié embrouillé avec le daron de Tyrese Haliburton. Je suis pas sûr que ça se fasse. Ouais, moi, pareil, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'animosité. Ce serait un super fit. Et on a vu que d'ailleurs, les Pacers, ce fameux move dont tu parlais, Shai, c'est un move qui leur permet de débloquer tous leurs picks. Ils ont 7 picks à échanger, les Pacers, s'ils veulent demain. Alors, ils en ont 4, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, on m'a dit, mais non, tu peux pas échanger toutes les années, il faut que ce soit une année sur 2. Ils ont 4 picks à échanger et 3 swaps à offrir. Voilà, je vais le tourner comme ça. Plus des bons joueurs et des contrats plutôt abordables. Euh, Pareil, je pense pas que ça se fasse. Et paradoxalement, je dirais qu'en plus des pics, il n'y a pas un jeune. Ils ont pourtant des bons jeunes, mais ils n'ont pas un jeune, tu vois. J'imagine quand même que pour Giannis Antetokounmpo, il y a bien une équipe parmi Houston, San Antonio et lesquels sont encore les Toronto. Il y a quand même une de ces équipes-là qui va lâcher un très bon jeune si jamais elle peut avoir Giannis. Quand je dis très bon jeune, je pense par exemple à Stephen Castle. C'est qui déjà? Oui, c'est le Miami Heat qui refuse de mettre Kelly Ware. J'imagine qu'il y a quand même des équipes comme ça qui seront prêtes à mettre
un jeune phare dans le lot du deal. Et là, Indiana n'a pas vraiment de jeune phare à mettre dans le lot du deal. Donc, tu reconstruis Il y a, qu'avec des pics qui sont. il y a Mathurin, quoi. Ouais, mais Mathurin, enfin, tu vois, il est fort, mais bien sûr, c'est vrai. En fait, c'est intéressant, mais il n'a pas le même statut aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que tu aies la même vision de Mathurin, mec fort, encore jeune, mais qui sort du banc, que Stephen Castle qui vient d'être rookie de l'année, tu vois, où il y a un peu, à tort peut-être, cette image de se dire, bah tiens, tu vois, quatrième choix de draft. Euh, Après, c'est vrai qu'au final, si Jabari Smith, il est perçu comme un élément central d'un deal pour Kevin Durant, bah, tu vois, Bénédicte Mathurin, ça pourrait. Hein. Ouais, je pense aussi. Non, je vois vraiment pas Yanis. Je pense encore que vraiment Yanis, s'il y avait des velléités de départ, ce qui est même plus sûr à l'heure actuelle vu la manière dont il communique, je pense qu'il il aurait une shortlist et qu'il mettrait pas Indiana dedans. Est-ce que Indiana aurait le meilleur package aussi? Je pense pas non plus. Par contre, le fit, oui, le fit, il serait très bon. De toute façon, est-ce qu'il y a vraiment une équipe dans laquelle on dirait non? Là, si tu mets Yanis, ça marche pas ou c'est trop compliqué. Le fit me semble. C'est quand même un mec, bon. Je dis pas que c'était le Kevin Durant de l'époque à son prime où vraiment tu savais que tu le mettais, c'était plug and play, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas loin d'être ça non plus, à mon avis. Yanis fonctionnerait absolument partout. Je le vois juste pas, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer à Indiana. On passe à une question d'Anthony. Les journées s'allongent, le thermomètre monte et le trophée Larry O'Brien va trouver un nouveau domicile pendant un an. Autant d'indices qui laissent entrevoir l'été. Et pour en profiter un maximum, je ne peux que m'inspirer de vous. D'où ma question. Qu'y a-t-il d'inscrit sur votre wishlist pour cet été? Qu'avez-vous envie de faire absolument? Quels sont vos conseils estivaux, livres, musique, films, séries ou évidemment compétitions sportives à suivre? Pour ma part, je ne peux que vous conseiller de venir prendre un bon bol d'air frais dans nos jolies montagnes ardéchoises et vous garantis de mon accueil. Moi, les Vas-y. vacances, c'est effectivement, ça parle de lecture, c'est le moment où je peux essayer de rattraper progressivement tout mon retard dans mes lectures, parce que c'est vrai que toute la saison, entre le boulot, les matchs de basket qu'on s'enquille, les podcasts, la vie de famille, etc., c'est ce sur quoi je suis obligé de rogner le plus, en fait. Donc les vacances, c'est le moment où justement je peux me poser, écouter des disques vraiment du début à la fin en étant attentif à tout comme j'aimerais le faire tout le temps. Et ouais, lecture, beaucoup de lecture. Est-ce que tu as une petite pile de livres à lire pendant l'été et de Ah bah CD ouais. Bah surtout ouais, les livres, parce que comme un abruti, bah, je continue d'en acheter même si j'ai pas le temps de les lire. Donc tu sais, à la base, j'ai une table de nuit maintenant ça ressemble, c'est comme s'il y avait une table de nuit avec une autre table de nuit posée par-dessus. C'est juste la pile des livres qui s'entassent, des bouquins, des magazines, des revues, etc. Donc, mais j'ai hâte de pouvoir mettre la tête là-dedans. Ouais. Et j'en ai un sous la main, je le montre. Au passage, je l'avais présenté dans un Hoop Culture, mais cette biographie de MF Doom Ouais, là que j'ai hâte de pouvoir c'est pour toi, ça. terminer. Ouais. Donc c'est tout en haut de ma pile ça. Je risque d'avoir un été chargé. mais, mais allez, mon plan de l'été, moi, je lis pas des masses, c'est honte d'ailleurs. J'aimerais lire, je le fais pas, je prends jamais le temps. Je suis un mec qui prend pas le temps de faire les choses, c'est une honte. Par contre, j'aimerais bien écrire cet été. J'aimerais bien écrire. J'ai pas mal de projets d'écriture, donc j'aimerais me coller dessus pendant cet été. J'aimerais ça va sonner très basketteur alors que c'est ridicule vu le niveau auquel je joue, mais j'aimerais Travailler ton shoot. bah ouais, faire une interception, pas que mon shoot quoi, muscu, conditioning, shoot, tous les aspects. Généralement l'été, il y a toujours un peu ce côté neuf en mode allez, là, les entraînements c'est plus relax, il n'y a pas de match, c'est le moment d'aller bosser et j'ai envie de le faire. Ça fait 2-3 étés que je l'ai pas fait, mais que je me suis toujours dit ah je vais le faire ou que je l'ai pas fait à l'échelle de ce que je pourrais le faire en tout cas, et du coup là j'aimerais bien le faire. Donc voilà, ça va être ça un peu mes projets d'été. Puis après il y a un Eurobasket auquel j'aimerais bien aller, c'est à la fin de l'été, donc ça serait boulot, mais ouais, mais après sinon pas particulièrement de lecture ou de CD ou voilà. Ou de Mais ça fait déjà pas séries. mal de Les choses. les séries, tu arrives à peu près à être à jour. Je, Toi, je- tu je regardes. regarde énormément de séries, moi je suis un peu un aimant à télé. Avec ma femme on regarde beaucoup de séries. Je peux vous conseiller plein de séries. C'est vrai que c'est le go-to guy pour quand on a une question sur une série, Ouais. c'est Antoine le Très, référent. Très bonne série du moment, Mobland avec Tom Hardy et Pierce Brosnan. C'est très drôle. C'est avec Guy Ritchie, donc c'est valeurs sûres. C'est des Anglais, généralement c'est valeurs sûres, les Britanniques. C'est vrai. Si vous regardez des séries ou des films, vous savez que les trucs britanniques, c'est toujours au-dessus des trucs américains. Et Mobland, vraiment pas mal.
Voilà. Pardon, c'est le Guy Ritchie qui m'a trop pris par surprise. J'étais pas prêt pour Guy. Ah, C'est le cousin britannique de Guy, ouais. Ah, vous l'appelez Guy, moi je l'appelle Guy. Pardon, autant pour moi. Le guiton, Quentin Grimes, hein. Le guiton, Mais c'est normal. Mais c'est cool parce qu'on me l'a recommandé aussi. Je t'avoue que ce qui me faisait un petit peu freiner, c'était de voir la tête de Pierce Brosnan, qui fait partie des acteurs avec lesquels j'ai énormément de Il est mal. très bon. Il est très Donc, bon dedans. bon, j'essaierai de. Il a quand même joué dans des James Bond, hein, ce qui était une honte. Donc j'essaierai de Ouais. me faire violence. Il est marrant dedans et Tom Hardy, c'est du Tom Hardy. Ah, il est toujours bon. Tom Hardy, je pense que c'est mon acteur préféré, moi, perso. Mais je le trouve extraordinaire. Et toi, Shai, c'est quoi le programme? Donc, juste donc Mobland, c'est pas du tout une série sur une fusion Evan Mobley et Darius Garland, on est d'accord. Pas dedans, hein. C'était Je me mieux suis que dit, ouais, C'était mieux que parti, Sexland encore, quand même. Non, ouais, Comme je non. dis, c'est fou que personne l'ait sorti. moi, je serai en vacances au mois de juillet, donc je vais quand même évidemment me reposer et faire autant que possible du farniente, ce que je n'arrive jamais évidemment à faire, un peu de piscine et de plage. On va essayer d'en faire un petit peu, mais moi, je vais quand même suivre la saison WNBA. Pendant ce temps-là, il y aura la free agency, donc ça, j'ai beaucoup de mal à couper. On en avait déjà discuté dans un CQFR du samedi, mais je vais aussi essayer de lire pour le coup, et j'en ai aussi un sous la main, donc ça tombe bien. J'ai prévu de lire celui que m'a très gentiment envoyé l'un de nos auditeurs, Édouard Jousselin. Le bouquin s'appelle La géométrie des possibles aux éditions Rivage, et ça a l'air extra. Ça mêle différentes intrigues sur différentes périodes aux États-Unis, en France. Ça a l'air extra. J'ai commencé à le lire et je vous en ferai un petit retour par la suite. Et puis évidemment, si j'ai le temps de me faire quelques séries aussi, moi aussi j'arrive à être à peu près à jour sur les séries qui m'intéressent, mais j'essaierai de m'en faire aussi pendant l'été. Voilà. Question de Clément. Comment accède-t-on à la NBA? Il y a la draft, d'accord, mais il y a aussi des joueurs non draftés. Qu'est-ce qui empêche un joueur, par exemple Cooper Flag, de ne pas se présenter la draft et de prendre un contrat NBA pour choisir l'équipe dans laquelle il veut aller? Il pourrait théoriquement, j'imagine. C'est une vraie bonne question, ça. Il pourrait, mais Ouais, par contre, ça veut dire que il tu faut signes qu'il en tant que attende. free agent. Je pense qu'il faudrait qu'il attende. Non? Tu sois plus à l'âge d'être drafté. Genre, tu penses que tu n'as pas Là, le droit. Regarde, vraie question. Tu es censé être éligible à la draft à partir de telle année. Ok? Pendant 4 ans, tu es éligible à la draft, du coup, théoriquement. Si tu ne te présentes pas du tout dans ces 4 ans, est-ce que tu penses. Je vais la tourner autrement. Est-ce que tu penses qu'un joueur européen de 19 ans, j'ai pas la réponse, hein, qui ne se présente pas à la draft, est-ce qu'il peut signer un contrat avec une franchise NBA? Je pense pas, parce que sinon il ferait tout ça en fait. Pourquoi il se prendrait la Ouais, tête c'est Cooper Flag? Il dirait moi je vais aller aux Lakers, je me présente pas à la draft, je signe direct je dis Lakers au hasard, mais non, je pense pas que ce soit possible. Je pense qu'il y a uniquement si tu n'as pas été drafté que dans ce cas-là, derrière tu peux. Mais je pense que tant que tu es un jeune joueur et que tu es dans tes années où tu peux être drafté, si tu t'es. Soit tu t'es présenté, t'as pas été pris, et donc là tu peux signer en tant que free agent, soit il faut que tu attendes, je sais pas, effectivement, c'est ça va être 23 ans, j'imagine, un truc comme ça. Mais dans ces cas de figure, il doit y avoir il y a peut-être des limites salariales. Tu peux pas arriver et dire on donne 15 millions. Bah, t'as un contrat rookie en fait, il me semble. Ouais, c'est Non? ça, c'est obligé. C'est Parce que t'es considéré Attends, comme quoique rookie. non, pas sûr, je Non, dis des si tu es bêtises. non drafté, tu signes un contrat que tu veux. Ok. C'est Même si ça, t'es c'est ça. Ouais, c'est jeune. ça. Pardon, je dis des bêtises, ouais. Même si quoi, pardon, j'ai pas Même entendu. même si t'es jeune, il n'y a pas une limite d'âge. J'avoue que ça, c'est des questions assez obscures au niveau contractuel. Est-ce que si t'as 18 ans, si tu signes à 19 ans, est-ce que tu peux avoir le salaire d'un mec? Parce qu'effectivement, sinon, il y a beaucoup de gens qui feraient cette entorse-là, en fait. Ouais. Il faut que tu aies jamais été drafté, parce que même si tu as été drafté mais que tu as choisi de pas y aller, par exemple, tes droits appartiennent toujours à la franchise qui t'a sélectionné. Oui. Quoi. Bien sûr. Et je pense que du coup, tant que tu es dans tes périodes d'éligibilité de ta draft, donc j'imagine que c'est les 4 années qui suivent tes 18 ans, je pense que soit tu dois te présenter à la draft, mais si tu ne t'y présentes pas, je ne suis pas sûr que tu puisses signer un contrat. Ouais, il doit y avoir des Je suis pas au clair précisément avec ça, parce que dans le même temps, mais les règles ont peut-être changé. Il y a le fameux coup de Red Auerbach qui avait drafté Larry Bird 1 an avant qu'il se présente à la draft, enfin avant qu'il quitte la fac. Ouais. C'est comme ça que les Celtics avaient pu le choper. Donc je sais pas si ces règles-là existent toujours, s'il faut s'être présenté officiellement pour pouvoir être pris. Je suis pas au clair avec ça, effectivement. On se renseignera. Clément avait une question vocabulaire aussi en bonus. Qu'est-ce qu'un swap? Parce qu'évidemment, on en parlait tout à l'heure, Antoine, tu en parlais des swaps. Comment est-ce que tu définirais le swap? C'est un échange de pics, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez chacun un pic à la draft.
l'équipe, si moi je te donne, par exemple, Shai représente le Orlando Magic, moi je suis les San Antonio Spurs. Je donne un swap à Shai, c'est-à-dire que sur la draft 2026, par exemple, Shai il peut décider s'il garde son pick à lui ou s'il prend le mien. Donc il prend généralement le mieux classé des deux, évidemment. Donc c'est ça un swap, c'est la possibilité d'échanger un pick sans donner. En fait, tu vas quand même avoir un pick à cette draft, mais tu auras le moins bien classé des deux si l'équipe décide d'échanger son pick avec toi. Bravo, belle définition, belle explication, c'est très clair. Question d'Étienne. J'ai du mal à savoir quel impact aura le trade de Desmond Bane à Orlando. Je sais que vous en avez parlé plus tôt dans la semaine, mais est-ce que c'est pour vous the move qui te fait aller en finale de conférence ou est-ce que c'est vraiment cher payé pour quelqu'un qui manque quand même pas mal de matchs tous les ans et n'a pas un CV de champion? Je pense que ça peut être le trade qui t'emmène en finale de conférence si tout s'aligne. Enfin, je veux dire, la conférence. Déjà, Orlando était une bonne équipe. Cette année, ils ont quand même été pourris par les blessures d'une manière. Enfin, vraiment, t'as l'impression qu'ils avaient été maraboutés. Au bout du compte, c'est une équipe qui a vendu chèrement sa peau en playoff. Donc, je pense vraiment que le trade de Desmond Bane change la donne. Par contre, la question, effectivement, de la fragilité de Desmond Bane, c'est une vraie question. Mais c'est vrai que. On en a parlé, vous en avez parlé vous dans le CQFR, on en a parlé un petit peu en dehors, c'est cher payé et en même temps j'ai l'impression que c'est tellement pile le joueur qu'il fallait à Orlando que si tu peux mettre la main dessus, je comprends qu'Orlando le fasse, d'autant que Orlando je pense n'a pas forcément tort de se dire on a un coup à jouer. On en revient toujours à ça, c'est pas pour... enlever du crédit à ce que font les Pacers cette année, c'est pas facile. Toutes les équipes arriveront pas à faire ce que les Pacers font cette année, mais ça montre quand même qu'il y a un chemin possible pour une équipe qui est ambitieuse et qui a des arguments à défendre. Et je pense que le Magic a vraiment des arguments à défendre. Ouais, moi, je suis sur quand on a parlé de ce deal, comment dire, à la fois je trouve que c'est cher payé, à la fois je trouve que c'est un bon trade, enfin un trade intéressant. Donc je sais pas exactement aujourd'hui de quel, enfin de toute façon on parle d'un deal où on n'a pas vu le gars jouer, donc forcément c'est trop, je peux pas dire c'est un mauvais trade en fait. Je peux pas dire c'est un mauvais trade, en tout cas je peux pas être catégorique. Je pense que c'est un joueur dont le Magic a besoin. Je pense qu'il y a un coup à jouer, que l'Est est ouvert. Je pense que Desmond Bane va faire du bien à Orlando. Je pense aussi que c'est cher payé, malgré tout. Je pense quand même que les picks sont. Que 5 picks, c'est beaucoup. Que le pick des Suns est quand même intéressant et que les picks 2028-2030, je suis pas. Le 2030, par exemple, je ne suis pas encore archi convaincu que ça sera un pick sans danger. Mais je comprends le move. Voilà, je vais redire exactement ce que j'avais dit dans le CQFR. Je suis sûr que quand on regarde le transfert de Siakam à Indiana, j'avais dit que c'était cher payé pour Siakam. Je suis quasiment persuadé. Ils avaient lâché 3 premiers tours. Aujourd'hui, ils sont en finale NBA grâce à Siakam. Et ils sont à une victoire du titre. Donc, je pense que c'est un move qui peut aider Orlando à passer un cap. Après, le cap à passer, il dépendra évidemment de l'adaptation de Bane, mais de ce qui va être fait autour. Je pense que ce n'est pas le dernier move. Ils ont d'autres moves à faire. Et évidemment de la progression de Banchero et de Wagner, deux joueurs qui justement ne sont pas encore très bons à 3 points. Il faut qu'eux aussi passent un cap dans ce domaine. Passent un cap tout court, continuent de progresser. Mais Orlando, ouais, je serais pas genre là tout de suite sans avoir les effectifs de tout le monde sous les yeux, vu qu'on ne connaît pas encore les futures équipes. Je me dis que Orlando sera peut-être dans la course pour aller en finale de conférence, ou en tout cas au moins faire mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, peut-être passer vraiment un tour. Et du coup, je capte l'idée du move, ça me semble pas déconnant. Il faudra aussi. Pardon, je te laisse après, Shai, parce que tu disais ça suffira pas pour Orlando. Faut aussi qu'Orlando progresse offensivement d'un point de vue structurel. C'est pas simplement de rajouter Bane, c'est pas lui qui va pas résoudre tous les problèmes du manque de créativité offensive du Magic. T'as raison sur Wagner et sur Banchero. Moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont continuer de progresser, mais il faut vraiment que le Magic quand même se pose des questions sur son animation offensive pour la saison prochaine, parce que si c'est le cas, je pense que c'est un bon move. Excuse-moi, Shai, vas-y. Aucun souci. Je vais redire ce que j'ai dit, mais après, les gens n'ont peut-être pas vu dans le CQFR le moment où on en a parlé, mais je suis hyper enthousiaste parce que déjà, c'est effectivement le genre de joueur qui manquait à Orlando, que je pense que c'est encore un joueur un poil méconnu. Je vais pas aller jusqu'à dire sous-côté parce qu'il a un bon contrat et qu'on en a parlé relativement régulièrement, mais je pense vraiment qu'il peut leur faire passer un cap. Et au même titre que j'avais dit, et Siakam est un meilleur joueur que Bane, était déjà un champion NBA. J'avais dit, je me souviens que quelle que soit l'équipe qu'il récupérera dans le trade, parce qu'on savait qu'il était sur le trading block, ce sera un game changer.
je pensais pas que ce serait un mec qui ferait aller Indiana en finale NBA, mais ça a été le cas. Et comme tu as dit, Antoine, il y a une ouverture. Je veux dire, tout le monde a vu là avec les Pacers en finale qu'il y avait une ouverture, qu'aucune équipe à l'instant T pouvait se présenter là sur la ligne de départ et on sait déjà que ce sera les finalistes ou que ce seront des contenders à coup sûr. Donc, ils ont raison de tenter, en fait. Ils ont choisi de ne pas aller dans l'hypothétique et de se dire quel est le joueur qui correspond le mieux à nos besoins, qui est le meilleur selon nous, parce qu'ils doivent le tenir en haute estime, j'imagine. Peut-être que ça fait plusieurs années que le GM, il attend l'occasion de dégainer pour le prendre, on ne sait pas. Et ils se sont dit, on veut l'instant présent, on a une base qui est intéressante. Certes, on est jeune, mais regardez, OKC, ils sont jeunes, d'autres équipes sont jeunes et vont loin. Donc, moi, je trouve que c'est bien vu, et même si ça peut sembler cher payé, je préfère là le concret à l'hypothétique et après, je fais partie des gens qui tiennent Bane en très haute estime. Et là, le petit doute que j'ai, c'est sur le nombre de matchs qu'il joue tous les ans. Il y a toujours des petits pépins physiques, donc ça peut jouer. Mais le fit mentalité et le fit basket, tir à 3 points, de grosse défense, je trouve que c'est parfait. Et c'est exactement ce que moi, j'espérais pour Orlando en tant que fan du Magic. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, il a expliqué dans un podcast avec Tommy Alter là, sur la chaîne The Old Man and the Tree comment s'est passé son trade. C'est vrai que c'est ouf, quoi. Il raconte qu'il il était en vacances en Floride avec sa femme, là, c'était le dimanche de la fête des pères, donc il cherche un truc pour aller chercher un petit déj sympa et tout. Il voit qu'il a un texto de son GM qui lui dit bonne fête des pères d'abord, et après qui lui met est-ce que t'as une seconde pour qu'on s'appelle? Et là il se dit putain c'est quoi ce truc? Et donc le GM l'appelle et lui dit on t'a tradé, et en fait c'est assez... Il est assez sympathique à entendre en interview, je trouve, Desmond Bane, parce que ça fait vraiment 100% authentique. Il dit ouais, il y a le choc d'être tradé, mais derrière, c'est la flip, parce que je me dis, mais il y a 29 équipes, dans quelle équipe je vais me retrouver? Et que dès que son GM lui dit Orlando, il dit, je commence à réfléchir, et puis je me dis, non, c'est cool, c'est une équipe qui est jeune, qui est en train de progresser, je pense que le fit, il est bon, et genre que limite, tout de suite, t'as le choc d'être tradé, la flip de te demander dans quelle galère tu vas te retrouver, parce qu'il lui reste encore pas mal d'années, plusieurs années de contrat, ouais. Et derrière... arriver à se positionner, puis c'est assez marrant. Derrière, il dit ouais, en plus il fait beau, il y a pas d'impôt sur place. Tout de suite, tu positif quoi. Mais il était en Floride quand ça s'est passé. C'est ce qu'il raconte. Ouais. Il disait qu'il était en vacances, mais il était en Floride pour le coup. Donc c'est pour ça aussi, je pense que très vite on a vu les photos avec son maillot du Magic. Bon après, s'il a été à l'autre bout du pays, ça aurait été la même. Mais visiblement, il était quasiment sur place. Ouais. Et il a aussi, j'en profite parce qu'il a aussi, je sais pas si vous avez suivi là, mais il y a Stephen A. Smith qui a laissé entendre que Memphis était une ville dangereuse, que les stars et les joueurs NBA voulaient pas aller jouer là-bas, etc. Et Desmond Bane en a profité pour dire que lui, c'était pas du tout l'expérience qu'il avait eue de la ville. Il y a plusieurs joueurs qui se sont fait entendre à ce sujet d'ailleurs. Ouais, ça j'ai vu. Memphis c'est pour les vrais. Memphis c'est cool. Enfin ils ont défendu. Moi j'y suis jamais allé. Je peux pas trop en parler. Mais les personnes que je connais qui y sont allées m'en ont plutôt bien parlé en bien. Le côté musical, culturel est plutôt sympa. Le basket c'est pas le sport principal là-bas, hein, mais c'est très très foot. Mais ouais j'avais vu. Ouais. Mais c'est vrai que ça avait l'air de sortir de nulle part le truc de Stephen A. Smith, que t'entends jamais ça pour Chicago en fait. Alors que c'est une ville où la criminalité elle est super haute. Même chose pour Los Angeles. Voilà, exactement. Au bout du compte, en tout cas, c'est jamais un des arguments qui a été mis en avant par des joueurs pour dire qu'ils voulaient pas aller jouer dans ces marchés-là. Donc, c'est clair. Bref. En général, c'est quand même climat, fiscalité, opportunité business. Enfin, en général. Hein. Enfin, climat, je mets climat en premier, pas du tout. Mais... Et prix du terrain, mais oui, c'est ça. Ouais, climat, ça doit peser. Hein. Climat, ça doit peser. Climat, ça peut peser. T'as des mecs qui ont grandi à l'ouest, sur la côte ouest, et je reprends toujours l'exemple de Zach LaVine quand il apprend qu'il va jouer à Minnesota. Après, il n'arrête pas de dire non, c'est parce que j'étais content. J'en revenais pas, donc j'ai dit ça, mais voilà, le mec. Pas à nous, Zach. Pas à nous. D'ailleurs, il s'est retrouvé à Chicago, lui. Donc, bon. Ouais, c'est clair, les hivers, il connaît maintenant. Ouais. En parlant de Chicago, c'est une très bonne transition. Question de Michel, fan des Bulls depuis 1988. Oui, je suis un ancien. Je souffre, comme vous vous en doutez, depuis un moment. J'aimerais votre avis sur cette théorie. Dans les gros marchés, on connaît le côté attractif des Lakers, les Celtics, qui sont revenus au top, et les Knicks, qui ont fait les finales de conf. Est-ce que vous pensez que certaines stars n'ont pas fait le choix des Bulls par peur d'être comparés au GOAT 23 ? Entre parenthèses, LeBron peut faire ce qu'il veut, il est et restera derrière pour tant de raisons. Du genre costume trop grand, risque de comparaison lourde à porter. Au niveau ville, c'est un gros marché, c'est dommage que ce soit mal géré.
On pensait à du mieux avec les nouveaux, mais surprise, il ne s'est rien passé. Sauf miracle, via la draft, je ne vois pas comment ils peuvent redevenir compétitifs. Ils ne sont pas assez mauvais pour les meilleurs choix de draft. Est-ce que vous voyez du mieux ou est-ce que le calvaire va durer encore 10 ou 20 ans? C'était peut-être vrai à une époque, notamment clairement dans la foulée, genre je pense à Tracy McGrady ou Grant Hill et Tim Duncan aussi Les deux, qui je ont crois. été tous convoités par les Bulls ouais, au début des années 2000. Là, c'était peut-être vrai. Je pense qu'aujourd'hui, ça l'est plus. Aujourd'hui, ils n'ont pas grandi avec Tim Duncan, avec Michael Jordan, les joueurs d'aujourd'hui. Je pense pas qu'ils y pensent. De toute façon, Chicago, c'est marrant, mais à l'exception des années de Jordan, et quelques passages dans l'histoire, ça a rarement été une bonne franchise et c'est rarement une équipe qui a signé des free agents. Je me souviens de Carmelo Anthony qui leur a mis un vent, les Browns qui leur a mis un vent. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gros free agents. Je pense à Pau Gasol, légèrement déjà un peu sous la fin de carrière. Je vois pas des tonnes de gros free agents qui ont signé à Chicago. On parlait du climat, on parlait de la ville. Pourtant, il y a beaucoup de basketteurs originaires de Chicago, mais là, je sais pas comme ça de tête, je me souviens pas d'un gros free agent qui signe à Chicago. Et c'est un très gros marché aussi médiatique, mais c'est pour ça que dans tout le documentaire The Last Dance, là, il y a le fameux épisode sur Jerry Krause, etc. Mais Jerry Reinsdorf, c'est quand même le point commun de toutes ces années quand même catastrophiques à Chicago, quoi. C'est quand même un propriétaire qui a toujours fait ce qu'il fallait pour pas vraiment filer d'argent, qui essaie d'être tout le temps en dessous de la luxury tax et de la... Enfin, voilà, hein, c'est... Et je pense que je te rejoins complètement, Antoine. Il y a un moment où je pense que le costume était trop large pour certaines stars qui voulaient pas vivre dans cette ombre et être tout le temps comparées. Depuis, c'est plus ça. Je pense vraiment que c'est oui, comment dire, l'incapacité du management à fonder une grosse équipe depuis l'époque d'Derrick Rose. Hein. Les deux époques brillantes des Bulls, c'est celle de Jordan et c'est celle de Derrick Rose, Joakim Noah. Voilà, il y en a pas eu d'autres en fait. Ouais, ça pourrait être un beau challenge de se dire je vais être le gars qui va redorer le blason de Chicago comme celui de New York à un moment. Tu vois, la Bronson a un peu pris cette étiquette-là, le mec qui a le plus rapproché de New York de son passé. Et on va voir si ça durera, mais ça peut être un beau challenge, mais je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de mecs qui soient câblés comme ça et qui se disent je vais être le gars dans cette ville, à moins d'être un local, mais est-ce qu'il y a encore des locaux? Est-ce que tu vois, Anthony Davis c'est un gars de Chicago? J'ai jamais eu l'impression qu'il s'est dit bon moi j'ai gagné un titre NBA avec les Lakers, maintenant je vais dans ma ville et je vais. Bon, moi c'est une genre de trajectoire que j'aime bien et qui me fait un peu rêver, mais j'ai pas l'impression que ça arrive si souvent que ça. Il est pas de Chicago même. Les Chicagoans pur jus, quand on avait fait le MOOC Chicago, là, il l'identifie pas 100% comme un gars de chez eux malgré tout. Mais blague à part, je pense que tout repose sur le projet sportif en fait. Si une équipe qui est sur le point d'être forte et qui a une grosse offre à faire à un free agent, je vois pas pourquoi Chicago arriverait pas à le faire venir, même si c'est pas comme ça que se montent les équipes. Mais je pense que c'est vraiment le projet sportif en fait qui colle pas à Chicago depuis longtemps. Parce que par contre, ouais, t'as raison, Shai. C'est une ville quand elle était bonne, et même je reviens à notre MOOC 7 sur Chicago parce que Joakim Noah en parlait hyper bien de comment toute la ville était derrière l'équipe, quoi, et que c'est un truc qu'il avait que tu retrouves pas forcément partout. Et je pense qu'il y a une fanbase, c'est vraiment une terre de basket, Chicago. Oui. Il y a une fanbase, et si jamais, un petit peu comme New York, un petit peu comme Détroit, si tu as une star et une équipe qui représente un petit peu comment dire, le basket du local, un basket dur où les mecs vont se donner, je pense que tu peux devenir une légende en fait. C'est vraiment, tu vois, comme Bronson Onyx, c'était le parfait exemple que tu as cité, Shai. Je pense que quoi qu'il arrive, là, Bronson, je vois pas de scénario où quand tu le remonteras à la télé dans 20 ans au Madison Square Garden, il n'y a pas une standing ovation pour lui, tu sais, qui est titre ou pas en fait. Tu vois, il représente un vrai truc pour New York et je pense que Chicago, il y a vraiment matière pour, mais tout est entre les mains du management, parce que quand même, c'est... Il manque pas grand-chose, il y a la petite étincelle, on l'a vu avec New York, les mecs s'enflamment vite, mais c'est Chicago, il faudrait juste une saison où ils sont pas 8-9e et où il y a un ou deux joueurs excitants, là, ça suffirait, mais on n'en est même pas là encore. Juste petit rappel, c'est une équipe qui va ou a prolongé Billy Donovan, non? Qui est en train de négocier la prolongation de Billy Donovan. Mais moi, si quelqu'un arrive à mettre la main sur son laptop ou sur son disque dur externe, il y a des dossiers dedans, sinon c'est pas possible, quoi. C'est quand même incompréhensible. Et j'ai rien contre le gars, hein, encore une fois, j'arrête pas de le dire, je suis sûr que c'est un mec en or, c'est un très grand coach à la fac, mais dans cette NBA où c'est comment dire,
Ah, je trouve pas mes mots. C'est la fatigue du. J'en veux encore au Thunder m'avoir fait me lever à 5h du matin là, pour un match éclaté. Non, mais c'est. Les coachs restent jamais plus de 3-4 ans. Et Billy Donovan, je capte pas en fait ce qui justifie qu'il reste. Enfin, j'ai rien contre lui, mais il y a rien qui bouge avec cette équipe de Chicago. Cette année, c'était un petit peu mieux, mais bon, c'était pas non plus à te dire l'an prochain, ils peuvent viser top 4 dans la conférence S, quoi. Ah, mais pour répondre à la question, est-ce qu'il y a 10-20 ans de calvaire, ça peut aller très vite en fait. Juste une petite étincelle, on voit à Détroit, là, on voit qu'il y a un semblant de quelque chose, alors que c'était ultra fade pendant des années. Les Knicks, c'était fade et mal géré et tout ça. Il manque juste un petit truc. Donc, ça peut être un joueur emblématique, une équipe emblématique, même s'il n'y a pas de superstar, qui dit ah, c'est quand même cool ce groupe-là, il est sympa. Là, il n'y a même pas spécialement ça en fait pour l'instant. Eh ben, tu sais qui aurait pu? Cooper Flag, il aurait été parfait. Cooper Flag, il aurait été parfait en fait. Ils n'ont même pas essayé. Hein, donc... et Dylan Harper, c'est le fils d'un mec qui a gagné des titres avec les Bulls. Tu vois, et qui ne soit même pas mis en position de tanker pour avoir un de ces deux gars-là. Ou de faire des trades en récupérant des pics, quand même. Ouais. Enfin, j'en reviens à Caruso, quoi. Quand tu vois l'impact quand même qu'a eu Caruso dans une équipe qui est encore en lice pour le titre, et que tu dis, dans le deal, vous n'avez pas récupéré un seul pic. Enfin, ouais, c'est vrai. Bon courage aux fans des Bulls, comme on l'a souhaité. Bon courage aux fans des Kings, Knicks, Pistons. Il y a un moment, ça va mieux, ne vous inquiétez pas. Juste les Knicks, ça dit, en fait, ils n'ont jamais été fades. Quand ils étaient nuls, c'était spectaculaire aussi, leur manière d'être nuls ou d'être décevants. Quoi. Les Kings aussi, quelque part, on se disait tellement what, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils ont laissé passer un tel, pourquoi ils ont donné. Mais les Pistons, je trouve que c'était vraiment. C'est une des équipes que j'ai vraiment le plus aimé suivre cette année, donc je dis ça, mais c'était vraiment fade, au même titre que les Wizards, par exemple. Il y a des franchises comme ça où c'est fade, c'est tout. On n'y peut rien, mais il manque pas grand-chose à chaque fois pour que ça décolle, mais encore faut-il qu'il se passe la chose en question. Les Wizards, déjà, ils s'appellent les Wizards. Qu'est-ce que tu veux faire à partir de là? Tu reviendrais aux Bullets, toi, ou tu changerais carrément? Les Bullets, c'était pas mal. Bah, ça avait plus de gueule. Après, je comprends si c'est sur l'aspect... Enfin, je comprenais pourquoi ils ont changé de nom. Hein, comme d'ailleurs, je sais pas s'ils ont une équipe de baseball, mais au foot aussi, foot US aussi, ils ont changé à juste titre il y a quelques années, là. Ouais. Mais Wizards, ouais. Non, il y a pire. J'ai jamais aimé le nom. Le logo, je le trouve éclaté. Les maillots de Jordan. Début, même quand Jordan était revenu, j'hallucinais que les gens achètent quand même des maillots des Wizards, même si c'était pour Jordan. J'ai trouvé trop moche et tout. Enfin, bref. Ils sont quand même plus beaux que ceux d'aujourd'hui. Les goûts et les couleurs. Ouais. Les bleus. Ouais. Mais attends, tu parles des Wizards. Il y a une équipe qui s'appelle les Pélicans. Les Pélicans. À partir de là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est qu'en plus, les Pelicans, c'est les anciens Charlotte Hornets. Et les Charlotte Hornets d'aujourd'hui, c'était même pas les Charlotte Hornets du début. Là. On s'y retrouve même plus dans mais c'est quelle franchise et tout. Tous ces trucs-là, c'est... Bref. Voilà. C'est le truc de... comme le grand-père Simpson là, qui est en train d'engueuler les nuages comme ça. On dit, mais c'est quoi ce bordel? C'était ma petite minute. Vieux gars qui crie sur les nuages. Après ce coup de gueule, question de Guilhem. On parlait des compétitions, on nous posait la question sur les éventuelles compétitions estivales. Je parlais de la WNBA, mais peut-être un petit mot via cette question il y a un mondial U19 quand même. Dans une semaine commence à Lausanne, où j'habite, le mondial U19. Je ne pourrai aller voir qu'une seule journée, mais avec quelques matchs qui peuvent être sympas. Serbie-Argentine, Suisse, République dominicaine. Celui-là, c'est quand même pas mal. Mais... Et France-États-Unis. C'est pour les locaux, Suisse, République dominicaine, on va dire. Ouais, et France-États-Unis. À quoi on s'attendre pour ce mondial et quelles sont les équipes et joueurs à suivre? Alors, je ne vais pas vous prendre au piège, mais j'avais regardé un petit peu. Je ne sais pas si vous savez quels Américains et quels Français ils seront, mais j'ai regardé un peu si vous voulez. Est-ce que vous savez un peu quel... Je ne sais même pas si on parle d'une compète homme ou femme, là. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Compétition masculine, mais tu fais bien de demander, okay. C'est bien d'avoir ce réflexe-là. J'ai absolument aucune idée. Allez, dis-moi. Eh bien, je vais vous le dire. Donc c'est du 28 juin au 6 juillet à Lausanne, effectivement. Pour les États-Unis, ce qui est à surveiller, puisque c'est la question, il y a quand même AJ Bonsa dedans, qui est censé être le first pick de la draft suivante, qui a annoncé comme tel qu'il y a un gros phénomène athlétique en théorie aussi. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Il y a un groupe de la mort qui est assez cool, où il y a les États-Unis, l'Australie et la France, quand même. Ça peut être assez sympathique. Et la dernière équipe, je crois que c'est le Cameroun, donc ça peut être aussi assez cool à regarder. Chez les Français, il y a plusieurs joueurs qui sont déjà engagés en NCAA pour la saison prochaine. Il y a Thomas Basson qui sera à Florida State, qui a été en overtime elite notamment, qui a aussi joué à Kaunas, donc un parcours un peu divers, un peu varié.
Yohan Sissoko qui était à l'Asvel chez les jeunes qui va à Florida Atlantic. Noah Kwaku Hug, un intérieur très prometteur aussi qui va à Perth la saison prochaine. Et Mohamed Diakité qui devrait être le successeur, en tout cas numériquement, de Noah Essengue à Ulm. Donc il y a du potentiel encore hein, dans ces équipes de jeunes françaises, de jeunes français, il y aura du monde. Et pour les curiosités, il y a du grand joueur, mais par la taille aussi. Il y a vous avez déjà vu ce garçon, Olivier Rioux, le Canadien. Oui, du Canada, ouais. Annoncé à 2,36 m quand même. C'est assez incroyable. Et il sera dans la compétition pour le Canada. Et un joueur qui se présente à la draft cette année, un Australien, Rocco Zikarski, 2,20 m de Brisbane, qui sera candidat. Donc voilà un peu pour la compète. On regardera un petit peu ça en espérant que les Bleus, comme toujours, aillent très loin. Voilà. Question suivante. On va prendre la question de Flying Flow, qui en a deux. Si vous deviez sélectionner en équipe de France 2 joueurs parmi le quatuor suivant, donc j'imagine que c'est pour le prochain Eurobasket, lesquels auraient votre faveur? Donc parmi ces 4-là, Mathieu Strazel, Sylvain Francisco, Nadir Ifi et Eli Okobo. Moi, ça serait... Je vais vers Théo parce qu'il nous en a parlé l'autre jour. Je sais aussi qui je prends. Moi. Ouais, moi je prendrais Strazel que j'aime vraiment beaucoup et Sylvain Francisco là, qui a encore mis un buzzer beater incroyable il y a 2 jours. Je pense que c'est les 2 que je prendrais sans hésiter. Je prendrais Strazel sûr parce que déjà il a un profil différent des autres. Après du coup ça serait la place un peu de joker offensif. Je prendrais pas Okobo, ça serait le premier que je couperais sur les jokers offensifs. Et c'est vrai que sur joker offensif entre Nadir Ifi et Sylvain Francisco, moi perso j'ai une préférence pour Francisco. Mais pour vraiment répondre à la question, en vrai, il faudrait que je puisse voir tout l'effectif. Ouais, mais je sais que ça serait le rôle de joker offensif. Il peut y avoir des atouts pour les deux. Ifi un peu plus grand, il est gaucher. Tu vois, ça donne un truc un peu différent. Les deux font une très grosse saison. C'est très dur. Si jamais Frédéric Sfotoux, il doit se décider, ok, mon joker offensif, maintenant, ça se joue entre Ifi et Francisco, s'il ne peut pas prendre les deux. C'est vrai qu'il y a bon casse-tête pour voir lequel est le plus méritant, mais du coup, ça dépendrait un peu du reste de l'effectif. Mais moi, perso, j'ai la préférence Francisco aussi, comme Théo. Ouais, bon, moi, je prendrais Strazel aussi parce qu'on l'a vu en équipe de France, qu'il a joué un rôle assez important quand même au dernier JO, il a été précieux, et que aussi, il est très très bon en club. Et après, moi, je suis totalement pas objectif, mais voilà, vous savez à quel point je vous ai saoulé avec Sylvain Francisco depuis des années, et que c'est un joueur que j'adore. Alors même si Nadir Ifi, il est incroyable, il est imprévisible, et je pense qu'il aura une très belle carrière et qu'on devrait le voir en équipe de France à un moment parce que c'est des profils pas classiques et qu'on n'a pas si souvent eu que ça en équipe de France d'ailleurs. Moi, je prendrais Mathieu Strazel et Sylvain Francisco. Voilà. Il y a donc une deuxième question de Flying Flow que j'ai trouvée amusante à imaginer. Seriez-vous hypé par un tournoi 2 contre 2 mixte sur demi-terrain, associant pour chaque duo, un joueur et une joueuse évoluant pour une franchise de la même ville? Et quelle équipe parmi celles que je vais vous proposer sera la plus à même de l'emporter selon vous? Donc il en a pris quelques-unes. Indiana, ça fait un duo Caitlin Clark, Tyrese Haliburton. Minnesota, Nafisa Collier, Anthony Edwards. Phoenix, Alyssa Thomas, Devin Booker. New York, Brianna Stewart, Jalen Brunson. Chicago, Angel Reese, Kobe White. Bon, ouais, on parlait de Chicago, là c'est sûr que c'est moins clinquant que ce qu'il y a eu juste avant, mais bon. Angel Reese et Kobe White. Dallas, Paige Bakers, Kyrie Irving. Baker, c'est Cooper Flag. Ouais. Mais bon, c'est ce qu'il nous a proposé. Ouais. Après, vous pouvez dire, non, on prendrait plutôt tel joueur, même à Chicago par ailleurs. Mais Atlanta, alors il a mis Brittney Griner et Trae Young. Moi, je mettrais plutôt, là, pour format 2-2, je mettrais Ryan Howard, qui est aussi grande et athlétique et scoreuse. J'ai trop de blagues, pas bien. Ah ouais. Vas-y, si tu veux, hein, vas-y, Antoine. Non, je vais m'abstenir. À Washington, Britney Sykes et Jordan Poole. Ouais, en vrai, c'est simple, on vient de parler des équipes un peu fades avec Chicago et Washington, et on nous sort Jordan Poole et Kobe White. Aux Lakers, enfin à Los Angeles, Luka Doncic et Cameron Brink. Ça, je veux bien voir. Tiens, il y en a qui attaque, l'autre qui défense, parfait. C'est exactement ça. Golden State, Kayla Thornton, Steph Curry. Moi, je mettrais plutôt ou Carla Leight ou Julie Vandelo pour que ce soit full attaque. Pour Carla Leight, bah oui. Juste full attaque. Ou Janelle Salin, c'est ce qui serait plus adapté, effectivement. Et enfin, OKC/Seattle, Skylar Diggins et Shai Gilgeous-Alexander. Moi, Seattle, je prendrais plus Gabby Williams, ce serait très bien en 2 contre 2 sur demi-terrain. Mais voilà. Est-ce que c'est un format qui vous amuserait, par exemple, dans le cadre d'un All-Star Game ou juste pour le fun en été? Ou est-ce que vous en foutez totalement?
Ça se faisait sur un concours de tir au All-Star Game. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était chiant, Ça c'était date- c'était un shot. Ouais, le Il y avait Shooting des vieux Stars. aussi. Ouais, il y des avait anciens, il y avait- une légende de la franchise, une joueuse de WNBA de la franchise assimilée et un joueur. Juste avant qu'on réponde, je pense qu'à Indiana, je sais que c'est normal de dire à Liberton, mais en vrai, Clark et Siakam, ça tafferait. Ouais. Ça tafferait. C'est peut-être ça que je mettrais en. Ça sera un Tu peu prends plus 2-2 sur complémentaire. ou format 3-3, ouais, ce serait sympa quand même. Le projet est cool. Moi, je préférais en 3-3, effectivement. Le 2-2, je trouve ça tourne vite à du 1 contre 1, chacun son tour. Format 3-3 me brancherait plus, mais par contre, sur le principe, ouais, je trouvais ça cool. Ouais. Je trouvais ça cool. Faire une passerelle, ça peut être amusant, je suis Ouais. d'accord. Et lequel de ces duos vous paraît le plus fort? Des duos évoqués. J'avoue que j'ai Donc, déjà je peux oublié un vous paquet. le rappeler. Il y avait Collier. Collier Et Collier Edwards, c'est violent Ouais, quand même. voilà, Hein. c'est ça. Je pense que c'est celui qui semble le Et plus costaud. après, si, celui de New York aussi. Stewart Bronson. Stewart Brunson, c'est pas mal, c'est complémentaire. Ouais, je pense que ça se joue entre ces équipes-là. Et après, bon, Cameron Brink revient de blessure, mais le Doncic Brink, sympathique quand même. Voilà. Question suivante. Question suivante que je la retrouve. C'est à nouveau une question qui implique des filles. Question de Quentin. Ma question concerne le basket féminin. Je ne m'y suis jamais sérieusement intéressé, essentiellement par manque de temps, suivant déjà la NBA et la Betclic Elite. Mais l'effet Caitlin Clark et les Françaises qui cartonnent en WNBA me donnent envie d'en découvrir davantage. J'avoue être un peu perdu pour me lancer rien que sur la partie calendrier. J'ai cru voir que Dominique Malonga avait déjà signé au Fenerbahçe alors qu'elle vient d'être draftée. Et de ce que je comprends, la WNBA se fout des compétitions FIBA et joue en même temps, ce qui n'aide pas pour le développement du sport. Bref, est-ce que c'est possible d'avoir un petit guide de comment ça se passe une saison de basket féminin et des recommandations pour se lancer dans ce monde? Existe-t-il un WNBA League Pass? Alors oui, le WNBA League Pass, il existe. Il est très peu cher. Hein, il est moins de 35 €, je crois, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas longtemps, il était à $15, je crois. Donc, Ok. ça commence seulement à augmenter. Hein. Et du coup, je vais te laisser répondre sur la suite. Mais par contre, ouais, juste sur le League Pass, il fonctionne très bien. Il est pas cher. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. Ouais, c'est très bien. Mais en fait, le calendrier, c'est juste qu'il y a les saisons américaines et européennes, elles se succèdent ou elles se chevauchent. Mais oui, la WNBA se met pas en pause. Elle se met en pause que quand il y a une compétition dans laquelle les joueuses américaines sont engagées, donc un mondial ou des Jeux Olympiques. Du coup, pas cette année. Donc, si tu commences à suivre cette année, il n'y a pas de pause. Et effectivement, ça fait qu'il y a des joueuses qui y sont restées. Parce qu'elles sont qualifiées d'office, en fait. Parce qu'à chaque fois, comme elles sont championnes du monde, championnes olympiques, elles passent pas par le tournoi des Amériques. Sinon, ça poserait une question, non? Parce que le tournoi des Amériques, il doit tomber en même temps que l'Euro. Ouais, là, il y a le tournoi des Amériques, par exemple. Ils ont envoyé une équipe universitaire, par exemple, tu vois. Ah, donc, ok, d'accord. Ouais, je pensais que c'est comme ils étaient qualifiés, ils s'en foutent, mais oui, ok. Ouais, mais même avec l'équipe universitaire, elles vont passer, tu vois. Là, c'est des futurs top 3, top 5 de draft, c'est suffisamment solide. Mais ouais, et puis pour le coup, des joueuses qui signent déjà ailleurs, c'est juste que vu que les saisons se chevauchent, par avance et par sécurité, elles prévoient déjà leur prochain move en Europe. Donc Dominique Malonga, elle a déjà signé au Fener. Janelle Salin, elle a déjà signé pour Prague, où elle ira après la fin de la saison de WNBA. C'est monnaie courante, et même les Américaines, celles qui veulent en tout cas continuer d'aller en Europe et pas rester faire la ligue de 3-3, elles prévoient longtemps à l'avance parce que faut pas se retrouver sur le carreau au moment où la saison démarre, et ça se joue donc très très longtemps en avance. Le WNBA League Pass, c'est très très bien pour suivre. C'est effectivement pas cher. Et puis maintenant, il y a plein de médias qui commencent à couvrir de plus en plus sérieusement la WNBA. Moi, très égoïstement, je te recommanderais Swish Swish, où il y a une vidéo tous les dimanches matins avec un récap de la semaine. Il y a des live Twitch. Et il y a plein de gens sur les réseaux qui font des suivis très très assidus et concentrés sur la WNBA et le basket féminin. Voilà pour les questions du jour, les gars. Si ça vous va, on en reste là. Eh ben, écoute, impeccable. Merci beaucoup, Shai. Merci à tous pour vos questions. On se retrouve demain pour le Hoop Culture avec Pierre Armand et Théo. Et lundi, à 3, débrief du Game 7. On saura enfin qui est champion NBA entre Oklahoma City et Indiana. Ça se passe dans la nuit de dimanche à lundi. Je crois que c'est 2h30 lors du match. On n'a vraiment pas été gâtés niveau horaire sur ces finales. Ces deux équipes du Midwest, on va dire, c'est ça, Midwest, central, États-Unis en tout cas. C'était pas le plus simple, mais ça se termine dans la nuit de dimanche à lundi. Et du coup, lundi, on sera là au rendez-vous. Bon week-end, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
out there, and it's either play or get played.